On disait que, chaque nuit, la reine ouvrait le lourd couvercle du cercueil, que ses doigts glacés effleuraient le visage figé de son mari mort depuis des semaines. Et que, dans le silence absolu du palais déserté, on entendait sa voix chuchoter des mots d'amour à un homme qui ne répondait plus. Certains serviteurs juraient avoir vu la reine allongée dans le même lit que le cercueil, comme une veuve folle, amoureuse d'un fantôme. Mais était-ce vraiment de la folie, ou bien une douleur si profonde qu'aucun mot humain ne pouvait la contenir? Jeanne de Castille n'était pas née pour sombrer dans l'ombre. Fille d'Isabelle la catholique et de Ferdinand d'Aragon, elle avait hérité d'un sang royal plus pur que l'or. Intelligente, éduquée, dévorant les livres de théologie et de droit comme d'autres jeunes filles lisent des prières, elle aurait dû être la lumière de l'Espagne nouvelle. Et pourtant, l'histoire retiendra surtout un nom, Jeanne la folle. Mais la folie n'est pas toujours ce qu'on croit. Tout commence à Bruxelles, en 1596. Jeanne n'a que 17 ans lorsqu'elle rencontre Philippe le Beau, archiduc d'Autriche, fils de l'empereur Maximilien Toyer. Il est blond, charismatique, plus séduisant que tous les princes que l'Europe ait portés. Elle tombe amoureuse au premier regard. Lui, en revanche, la désire peut-être, mais ne l'aime pas. Du moins, pas comme elle l'aimera. Car Jeanne aime comme on se jette dans le vide, sans filet, sans retour. Le mariage est somptueux, mais rapidement, les nuages s'accumulent. Philippe est volage, égoïste, avide de pouvoir. Il méprise les manières rigides de la cour espagnole. Pire encore, il déteste l'influence qu'exercent Isabelle et Ferdinand sur leur fille. Pour asseoir son autorité, il isole Jeanne, la manipule, puis la trahit ouvertement avec ses maîtresses. Chaque trahison est une lame dans le cœur de la jeune reine. C'est là que commence la fracture. Jeanne devient jalouse, férocement jalouse. Elle espionne Philippe, interroge les serviteurs, hurle, pleure, supplie. À plusieurs reprises, elle attaque les femmes soupçonnées d'être les amantes du roi. Elle est enragée, mais aussi désespérément seule. Loin de l'Espagne, sans alliés, elle se referme sur elle-même. La cour de Bourgogne commence à chuchoter. La princesse espagnole perd la tête, mais personne ne voit ce qui l'étouffe. L'absence d'amour, l'humiliation et surtout la terreur d'être rejetée. Puis, le 25 septembre 1506, tout s'effondre. Philippe meurt subitement, à l'âge de 28 ans. Une fièvre, disent les médecins. Un empoisonnement, murmurent certains. Jeanne s'effondre, littéralement. Elle hurle, elle s'arrache les cheveux, elle refuse de croire à la mort. Elle exige qu'on n'enterre pas son mari. Et, contre toute attente, elle ordonne qu'on garde le corps, qu'on le transporte avec elle, qu'il la suive partout, dans un cortège de cauchemars qui va hanter les terres de Castille pendant des mois. Chaque nuit, elle demande à voir le cadavre. Elle le fait sortir du cercueil, le regarde longuement, lui parle, parfois le touche. Elle interdit que des femmes s'en approchent. Elle croit, ou veut croire, qu'il va se réveiller, que Dieu ne peut pas lui avoir pris celui qu'elle aimait plus que sa propre vie. Elle voyage à travers l'hiver glacial avec le cercueil, enfermée dans sa propre douleur, refusant tout contact, toute logique, toute raison. Et les gens murmurent « Elle est devenue folle ». Mais posons-nous la vraie question. Si vous aviez été trahi, humilié, isolé, et qu'on vous arrachait l'amour de votre vie, votre esprit résisterait-il? Ou bien, comme Jeanne, construiriez-vous un monde de fantômes plutôt que d'affronter le vide? La nuit tombait sur les plaines de Castille. Le vent hurlait dans les collines, les loups rôdaient, les paysans se signaient lorsqu'ils voyaient passer la procession étrange. Car ce n'était pas une caravane royale comme les autres. Ce cortège transportait la mort. À sa tête, une femme vêtue de noir, les traits tirés, les yeux éteints, suivait un cercueil. Et dans ce cercueil, reposait un roi mort depuis des semaines. Mais pour Jeanne, Philippe n'était pas mort. Pas vraiment, pas complètement. Tant que son cœur battait pour lui, il ne pouvait disparaître, et elle veillait sur lui comme sur une flamme fragile. Chaque soir, elle exigeait qu'on ouvre le cercueil. Elle s'agenouillait, parlait doucement, chantait parfois des berceuses, comme pour bercer une présence invisible. Elle ne permettait à personne, surtout aucune femme, de s'en approcher. Et si un village osait regarder trop longtemps ce spectacle de douleur, elle faisait détourner la route, évitant les regards, fuyant le monde. La rumeur courait plus vite que les chevaux de sa garde. La reine dort avec un cadavre. Les tavernes en riaient, les moines murmuraient des prières, les nobles, eux, frissonnaient, car derrière cette scène grotesque se cachait une vérité plus dérangeante, une reine qui refuse de céder le pouvoir. En effet, la mort de Philippe n'était pas seulement une tragédie conjugale, c'était un cataclysme politique. Jeanne, en tant qu'héritière de Castille, était désormais seule souveraine légitime, mais une souveraine que beaucoup voulaient déclarer inapte. Et le premier à s'agiter fut son propre père. Ferdinand d'Aragon,
Calculateur, froid, roi dans l'âme, vit dans la folie de sa fille une opportunité. Il ne pleura pas la mort de son gendre, il y vit une brèche dans le pouvoir qu'il n'avait jamais voulu perdre. Rapidement, il fit proclamer que Jeanne était malade, qu'elle n'était plus en état de gouverner. Il rassembla les cohortes, fit pression, joua sur la peur et les superstitions. Il se proclama régent, prétendant vouloir protéger le royaume contre l'instabilité. En réalité, il voulait tout simplement reprendre le trône des mains de sa propre fille. Mais Jeanne résistait. Tant qu'elle gardait Philippe près d'elle, personne ne pouvait décider à sa place. Elle était reine, veuve certes, mais reine encore vivante. Alors elle marchait, inlassablement, avec le cercueil, de Burgos à Valladolid, de Torquemada à Ornillos. Toujours en fuite, toujours en deuil, et toujours la même scène. La tente dressée, le cercueil ouvert, le regard vide de Jeanne fixant les traits figés de son bien-aimé. Son entourage ne savait plus que faire. Certains priaient pour qu'elle retrouve la raison, d'autres complotaient pour l'enfermer. Il y eut des tentatives de l'arrêter. Des messagers porteurs d'ordre de régence furent éconduits. Quelques gardes, trop zélés, disparurent mystérieusement dans la nuit. Car la folie de Jeanne, aussi glaçante soit-elle, était entourée d'une ferveur étrange. Les paysans la voyaient comme une sainte du malheur, une femme brisée mais pure, une figure tragique que l'on respectait dans la crainte. Mais plus les jours passaient, plus le cadavre de Philippe devenait insoutenable. Malgré les embaumements, malgré les précautions, la décomposition avançait. L'odeur, les vers, le visage qui se creusait. Certains disaient que Jeanne ne voyait plus la réalité, qu'elle regardait un souvenir, pas un corps, qu'elle parlait à une illusion forgée par son amour devenu délire. Puis arriva l'hiver, et le glas de cette errance. Une tempête de neige les bloqua dans un monastère isolé. Le vent hurla pendant 3 jours. Jeanne, enfermée dans sa tente de deuil, ne mangeait plus, ne dormait plus. Le cercueil, gelé, semblait figer le temps. Ce fut là, dans ce froid absolu, que son père envoya ses hommes. Et cette fois, ils réussirent, sans violence, mais avec ruse. Ils séparèrent la reine de son cercueil. On dit qu'elle hurla comme une bête qu'on dépouille. Puis elle s'évanouit. Quand elle se réveilla, elle était prisonnière. Lorsque Jeanne ouvrit les yeux, tout avait changé. Il n'y avait plus de vent, plus de neige, plus de cercueil, plus de Philippe. Juste une pièce de pierre froide, des tentures épaisses et des visages inconnus qui la regardaient avec une compassion maladroite. Elle n'était plus reine en marche, elle était détenue, enfermée. Et autour d'elle, l'histoire s'écrivait sans elle. Son père Ferdinand avait agi vite. Profitant de la confusion, il fit proclamer officiellement que Jeanne souffrait de démence. Les cohortes de Castille, soumises à sa volonté, reconnurent sa régence. Les chroniqueurs royaux écrivirent que la reine avait perdu la raison à la suite du décès de son époux, qu'elle se croyait encore en sa présence, qu'elle n'était plus capable de gouverner. Et la vérité? Elle disparut dans les couloirs de la politique, comme tant d'autres vérités dérangeantes. Jeanne fut installée au couvent royal de Tordesillas, un ancien monastère austère, transformé en palais-prison. Là, dans une aile isolée, elle reçut une chambre, un jardin clos, quelques servantes triées sur le volet. On lui permit d'assister à la messe. On l'autorisa à broder, à marcher en silence. Mais tout contact avec l'extérieur fut strictement contrôlé. Elle n'était plus libre. Et surtout, elle n'avait plus de voix. Philippe, quant à lui, fut enfin enterré, mais non pas à Grenade, comme Jeanne l'avait exigé, aux côtés de sa mère Isabelle. Non, son père choisit d'inhumer le corps à Burgos, dans la crypte royale, loin des regards, loin de sa fille. Un dernier affront, un dernier geste de domination. Et Jeanne, elle ne protesta pas, du moins pas comme avant. Elle s'enferma dans un mutisme étrange, regardant par la fenêtre des heures entières, murmurant parfois des phrases sans queue ni tête, d'autres fois chantant des berceuses à personne. Les religieuses racontaient qu'elle parlait encore à Philippe, qu'elle l'imaginait assise au bord du lit. D'autres affirmaient qu'elle n'était pas folle, mais qu'elle se laissait mourir à petit feu dans une mélancolie profonde, sans fond. Les années passèrent, Ferdinand mourut, et alors, un nouvel homme entra en scène. Charles, le fils de Jeanne et de Philippe, l'enfant qu'elle avait tant aimé, mais qu'elle n'avait plus vu depuis l'arrestation. Devenu Charles Quint, empereur du Saint-Empire, roi d'Espagne, maître d'un monde immense. Il revint vers sa mère, mais non pas pour la libérer. Lui aussi, comme son grand-père, avait besoin que la reine reste muette. Car Jeanne, malgré les décennies, était encore reine légitime de Castille. Toute autorité royale passait encore, symboliquement, par elle. Et dans une Espagne encore marquée par la mémoire d'Isabelle la catholique, on ne pouvait ignorer sa lignée. Alors Charles visita sa mère. Une visite courte, froide. Il constata qu'elle était amaigrie, vieillie, mais encore lucide. Et cela,
paradoxalement, le dérangea. Peu après, les ordres furent donnés. Renforcement de la surveillance, isolement accru. Toute lettre envoyée fut interceptée, tout visiteur potentiel refoulé. Le monde extérieur, pour Jeanne, cessa complètement d'exister. Et pourtant, elle résistait. Dans sa chambre, entourée de crucifix et de portraits fanés, elle parlait encore de Philippe. Elle racontait aux nonnes des souvenirs de jeunesse. Elle écrivait des prières, des réflexions. Elle refusait obstinément de se soumettre à l'oubli. Mais à l'extérieur, elle était devenue un mythe. La reine folle dont on parlait à voix basse dans les cours européennes. Une femme mystérieuse, recluse, un fantôme vivant enfermé dans un couvent oublié. La question, elle, restait suspendue dans l'air glacé de Tordesillas. Jeanne était-elle vraiment folle? Ou avait-elle simplement été rendue folle, par l'amour, par le deuil, ou par la volonté implacable des hommes autour d'elle? Les années s'étiraient comme des chaînes invisibles. À l'intérieur du couvent de Tordesillas, le temps semblait s'être arrêté. Tandis que l'Europe s'enflammait, que les royaumes se faisaient et se défaisaient, Jeanne de Castille restait là, entre quatre murs, oubliée mais jamais morte. Son corps vieillissait, ses gestes devenaient plus lents, mais son regard, ce regard dur, profond, insondable, conservait une étrange intensité, comme si une partie d'elle refusait de céder. Elle avait maintenant plus de 50 ans, plus de 40 années d'enfermement, de solitude, de silences imposés. Les religieuses qui l'accompagnaient changeaient, tombaient malades, mouraient. Mais elle restait, figure figée d'un royaume qui n'avait jamais voulu d'elle. Le pouvoir avait changé de main, les palais avaient d'autres reines, mais son nom, Jeanne la Folle, flottait toujours dans les couloirs de l'histoire. Son fils, Charles Quint, devenu l'un des souverains les plus puissants de son époque, n'avait jamais envisagé de lui rendre la liberté. Il passait rarement, et lorsqu'il venait, c'était pour s'assurer que tout restait sous contrôle. Il ne voyait plus en elle une mère, peut-être ne l'avait-il jamais vraiment vue ainsi, mais un héritage gênant, un obstacle vivant à l'exercice absolu de son autorité. Pourtant, quelque chose subsistait entre eux. Lors de leurs rares entrevues, une tension silencieuse régnait. Jeanne lui parlait parfois de son enfance, des jours anciens à la cour de Bourgogne, du rire de Philippe. Elle demandait s'il allait bien, s'il priait encore. Et Charles, toujours froid, répondait peu, les yeux fuyants. On raconte qu'une fois, alors qu'elle lui demandait si le cercueil de Philippe était toujours bien gardé, il n'a pas su quoi répondre. Il est parti sans un mot. Mais Tordesillas, ce n'était pas seulement une geôle de pierre, c'était aussi un théâtre étrange. Car au fil des décennies, Jeanne était devenue un symbole involontaire. Les partisans oubliés, les nostalgiques de la vieille Castille, les ennemis de l'Empire, tous évoquaient parfois son nom. Pas pour la remettre sur le trône, mais pour rappeler que le pouvoir pouvait mentir, écraser, dissimuler. Et elle, la reine silencieuse, sentait tout cela. Elle n'était pas aussi absente qu'on le prétendait. Elle observait, écoutait, retenait. Elle savait quand un nouveau pape était élu, quand une guerre éclatait, quand l'Inquisition frappait. Parfois, elle posait des questions simples à ses servantes. Qui est mort aujourd'hui? Ou qui a gagné cette bataille? Et derrière ces questions anodines, on devinait une lucidité douloureuse. Mais le poids des années finit par ronger ce qu'il restait d'elle. Des douleurs physiques apparaissaient, les fièvres revenaient. Elle boitait, dormait mal, mangeait peu. Et pourtant, chaque matin, elle se levait. Elle priait. Elle écrivait parfois sur des parchemins qu'elle cachait ensuite sous son oreiller. Des prières, des souvenirs, personne ne le sut jamais. Les feuilles furent brûlées après sa mort. La folie, si elle avait existé un jour, s'était transformée. Elle n'était plus délire, elle était résistance muette. Une forme de lucidité brisée mais entière. Elle savait qu'elle ne sortirait jamais. Elle savait qu'aucun homme ne lui rendrait justice. Mais elle restait debout. Car céder, même après tant d'années, aurait été la véritable défaite. Alors elle attendait. Non pas une délivrance, mais une fin digne. Elle voulait mourir en reine. Non pas celle des palais, mais celle des ruines, des douleurs, de l'exil intérieur. Une reine dont le royaume n'avait jamais été conquis, car il se trouvait ailleurs, dans la mémoire, dans l'amour, dans la douleur. L'hiver 1555 arriva comme un souffle glacé sur les couloirs de Tordesillas. Les pierres suintaient à l'humidité, les cierges s'éteignaient plus vite qu'avant, et les pas dans le monastère résonnaient comme des échos de faim. Jeanne de Castille, reine de naissance, prisonnière de destin, sentait que le temps était venu. Non pas celui des pardons, celui du silence définitif. Elle avait 75 ans. Son corps était un champ de ruines, arthrite, fièvres intermittentes, douleurs intestinales persistantes. Elle ne pouvait plus marcher seule. Ses cheveux étaient d'un gris presque blanc, sa voix plus rauque, mais ses yeux,
toujours là, profond, noir, vivant. Chaque matin, elle demandait à voir le ciel. Les religieuses ouvraient les volets d'une lucarne étroite, et elle restait là, immobile, regardant les nuages passer comme des âmes en migration. Elle parlait peu, presque plus, sauf de lui. Philippe. Où est-il maintenant ? Murmurait-elle. Parfois en rêve, elle disait l'avoir vu, qu'il était revenu la chercher, qu'ils allaient voyager ensemble, cette fois sans cercueil. Et lorsqu'on lui apportait l'hostie, elle fermait les yeux très fort, comme si chaque morceau de pain sacré contenait une parcelle de la tendresse perdue. Son fils, Charles V, n'était pas là. Depuis longtemps, il s'était retiré dans son propre château-monnaie de Yusté, usé par les guerres, la politique, les morts. Peut-être sentait-il aussi la fin approcher. Peut-être avait-il peur de venir, ou de regarder dans les yeux celle dont il avait enterré la vie pour assurer la sienne. Alors Jeanne attendait. Les jours se suivaient, lents, comme des funérailles sans fin. Les religieuses, certaines très jeunes, la regardaient avec une étrange vénération. Elle ne voyait plus une folle, elle voyait une survivante, une femme qui avait traversé les siècles sans jamais rompre, une reine sans couronne, mais avec une dignité plus éclatante que l'or. Puis, un matin de mars, elle ne se leva pas. Elle regarda le plafond de pierre comme si un ciel secret s'ouvrait. Elle parla doucement, presque dans un souffle. « Il est là, je l'entends marcher. » Elle sourit. Pour la première fois depuis des décennies, un vrai sourire. Calme, doux. Elle tendit la main vers le vide. Puis ses paupières tombèrent. Jeanne de Castille mourut le 12 avril 1555, après 46 années de captivité. Ses funérailles furent discrètes, officielles, certes, mais sans la grandeur d'une souveraine aimée. On l'enterra à Grenade, auprès de Philippe, comme elle l'avait toujours voulu, enfin réunis. 2 corps figés dans la pierre, au cœur de la chapelle royale, sous la lumière tremblante des vitraux. Mais l'histoire n'oublia pas, car la question resta. Qui était vraiment Jeanne ? Une femme brisée par un amour dévorant, abandonnée par tous les hommes de sa vie, père, époux, fils, et condamnée à errer dans les limbes du pouvoir. Ou bien une victime d'un siècle qui ne supportait pas les femmes puissantes. Une souveraine intelligente, légitime, sacrifiée pour que d'autres règnent à sa place. Ou tout cela à la fois. On l'appelait Jeanne la Folle. Le surnom avait traversé les siècles, gravé dans les livres d'histoire, répété dans les écoles, dans les pièces de théâtre, sur les toiles de maître. Mais ce mot, folle, était-il le reflet d'une réalité médicale ? Ou bien une étiquette pratique, apposée par ceux qui avaient tout à gagner à ce qu'une femme perde sa voix ? Dans l'Espagne du XVIe siècle, une femme au pouvoir était une anomalie que l'on tolérait seulement si elle servait l'ordre établi. Isabelle la catholique en était l'exception glorieuse, parce qu'elle s'était montrée intransigeante, pieuse et surtout alignée avec les desseins de son mari Ferdinand. Mais Jeanne, elle, n'était pas une reine utile. Elle était intelligente, cultivée, indépendante, parfois passionnée, souvent mélancolique. Et surtout, elle aimait, non pas avec froideur royale, mais avec une ardeur qui effrayait les hommes de pouvoir. Son amour dévorant pour Philippe ne faisait pas seulement d'elle une épouse douloureuse, il en faisait une souveraine incontrôlable. Car qui pouvait prédire ce qu'une femme, guidée par la passion et la douleur, allait décider ? C'est là que Ferdinand d'Aragon entra en jeu. Après la mort de Philippe, il se rendit compte que le trône de Castille, qu'il avait si longtemps convoité, allait lui échapper si sa fille régnait seule. Alors il fit ce que tant de régents avant lui avaient fait. Il construisit un récit d'instabilité mentale, de crise de jalousie, de vision délirante. Il ne s'agissait pas de diagnostiquer une maladie, il s'agissait de neutraliser une souveraine. Et les instruments de cette neutralisation furent politiques autant que familiaux, lettres confidentielles envoyées aux courtes, chroniqueurs achetés, médecins influencés. On relatait les scènes les plus dramatiques, Jeanne qui refusait de manger, Jeanne qui parlait au cadavre de son mari, tout en omettant le contexte, le deuil, la solitude, la trahison. La stratégie fonctionna, l'opinion fut façonnée. Et lorsque Ferdinand prit officiellement la régence, peu s'y opposèrent. Qui aurait osé contredire un roi expérimenté face à une femme accablée de douleur ? Ainsi, la folie de Jeanne devint un outil de gouvernement, un prétexte de dépossession, un masque commode derrière lequel s'estompa la légitimité dynastique. Mais le plus cruel, peut-être, fut l'attitude de son propre fils, Charles V. Contrairement à son grand-père, Charles n'avait pas l'excuse de l'ignorance. Il connaissait sa mère, il savait d'où il venait. Et pourtant, lorsqu'il hérita du trône, il choisit de prolonger la captivité, d'entretenir le silence, de bâtir son empire sur le sacrifice d'une femme qu'il avait mise au monde. Certes, il aurait été risqué de libérer Jeanne. Trop de factions auraient pu s'en emparer comme étendard.
Mais cela ne justifie pas 46 années de séquestration, d'effacement, de négation. Cela ne justifie pas les lettres censurées, les visites interdites, les confesseurs espionnés. Cela ne justifie pas d'enfermer une mère dans un cercueil invisible pour l'unique crime d'avoir aimé et souffert trop fort. Ainsi, la folie de Jeanne devient suspecte, non pas inexistante, mais instrumentalisée, amplifiée, isolée du contexte, et surtout utilisée pour asseoir un ordre patriarcal où les femmes fortes devaient être rendues faibles, par la force, la rumeur ou la camisole. Pour comprendre Jeanne, il faut comprendre Philippe, car c'est là que tout commence. Non pas dans la politique, ni dans la maladie, mais dans un éblouissement, une obsession, un homme que l'histoire a surnommé le beau, comme s'il n'était qu'un visage, qu'un éclat. Et peut-être l'était-il, justement, une image creuse, brillante, mais dangereusement vide. Philippe de Habsbourg, fils de l'empereur Maximilien Ier, était un homme charmant, cultivé, stratège, mais aussi froid, vaniteux et manipulateur. Lorsqu'il épouse Jeanne en 1596, à 18 ans, c'est avant tout un mariage politique, un rapprochement entre les Habsbourg et les rois catholiques espagnols. Mais là où Philippe voit une alliance, Jeanne voit un miracle. Elle tombe éperdument amoureuse, comme on se jette d'une falaise. Et très vite, le déséquilibre se crée. Jeanne aime avec tout son être. Elle admire, elle désire, elle vénère. Chaque geste de Philippe est pour elle un soleil. Mais lui se lasse. Il voit en elle une étrangère au tempérament trop vif, aux émotions trop visibles, à la jalousie trop vive. Il la trahit, ouvertement, sans scrupule, enchaînant les maîtresses, humiliant sa femme devant la cour. Et chaque trahison est un poison lent qui s'infiltre dans l'esprit de Jeanne. Les scènes deviennent fréquentes. Elle surprend ses rendez-vous nocturnes, l'accuse, pleure, le supplie. Parfois, elle frappe les servantes qu'elle soupçonne d'être ses rivales. Les nobles la regardent avec pitié ou moquerie. On parle déjà de sa fragilité mentale, mais personne ne parle de la cruauté glacée de Philippe, de son indifférence calculée. Il aurait pu calmer la tempête, il l'a attisée. Et pourtant, Jeanne reste, car elle ne sait pas désaimer. Elle reste parce qu'elle croit, comme tant de femmes à travers les siècles, que l'amour peut guérir, que la fidélité peut suffire à retenir un homme qui ne veut pas être retenu. Elle s'accroche à ce qu'il fut, ou à ce qu'elle imagine qu'il aurait pu être. Elle s'aveugle volontairement, confondant passion et dépendance. C'est cette confusion qui sera sa perte. Quand Philippe meurt brusquement en 1506, à seulement 28 ans, Jeanne ne pleure pas un homme. Elle pleure un mythe, une obsession, une moitié d'elle-même qui s'effondre brutalement. La réalité, que ce mari fut souvent cruel, distant, manipulateur, s'efface. Ne reste que l'image sublimée. Et c'est peut-être cela, le plus tragique. Elle continue d'aimer quelqu'un qui ne l'a jamais aimé comme elle le méritait. La question devient alors insoutenable. Philippe était-il son bourreau? Était-il un monstre d'indifférence? Ou bien simplement un homme de son temps, égoïste, élevé à mépriser les émotions féminines comme des faiblesses encombrantes? Quoi qu'il en soit, il laissa derrière lui une femme dévastée et un pays entre les mains d'hommes qui profitèrent de cette brèche béante. Philippe, dans sa tombe, était plus utile à la politique que vivant, et Jeanne, prisonnière d'un amour devenu tombeau, sombra sans personne pour la retenir. À quoi reconnaît-on une femme dérangeante dans une société gouvernée par les hommes? Ce n'est pas sa folie qui la condamne, c'est ce qu'elle refuse de taire, ce qu'elle ose ressentir, ce qu'elle incarne de subversif simplement en vivant hors des cadres imposés. Jeanne de Castille n'a pas été victime d'un accident psychologique, mais d'une époque. Car dans l'Espagne du XVIe siècle, comme dans toute l'Europe monarchique, une femme au pouvoir devait être docile, pieuse, silencieuse et utile. Elle devait se conformer au rôle de mère de roi, de passeuse de sang noble, de garant des valeurs chrétiennes. Or Jeanne ne cochait que très partiellement ces cases. Elle lisait Aristote, parlait plusieurs langues, discutait avec les clercs de théologie et de politique. Elle avait un esprit acéré, une mémoire redoutable, une volonté affirmée. Mais surtout, elle exprimait ce que d'autres femmes cachaient, ses douleurs, ses jalousies, ses colères, ses passions. Et cela, dans une société fondée sur la dissimulation des émotions féminines, était inacceptable. Les premiers chroniqueurs qui ont parlé d'elle ne l'ont pas qualifiée de folle à cause de diagnostics médicaux. Ils l'ont décrite comme instable, emportée, exagérément émotive. Des adjectifs que l'on retrouve dans tant d'autres récits sur les femmes puissantes. Cléopâtre, Marie Stuart, Catherine de Médicis. La folie devient un code politique, une arme rhétorique pour disqualifier celles qui échappent au contrôle. Et puis, il y avait son deuil. Un deuil bruyant, persistant, incontrôlable. Là où une veuve devait se retirer, prier, disparaître doucement dans l'arrière-plan du pouvoir, Jeanne criait, pleurait, voyageait avec un cercueil.
Elle dérangeait le regard des hommes. Elle rappelait la vulnérabilité des souverains. Elle incarnait ce que la monarchie ne voulait jamais montrer, l'humanité. Ces années d'enfermement à Tordesillas ne sont donc pas qu'une question de santé. Ce sont aussi une mise au silence structurel, une façon de neutraliser une voix trop forte, de faire disparaître une femme qui n'acceptait ni le veuvage passif, ni le rôle de simple mère symbolique. On lui a pris sa parole, son trône, ses enfants, puis son image. Pendant des décennies, on ne l'a montrée que comme une folle mélancolique, isolée du monde, murmurant à des ombres. Mais on oubliait de dire qu'elle lisait encore, qu'elle interrogeait les religieuses sur l'état du royaume, qu'elle gardait l'espoir ou la conviction qu'un jour on la reconnaîtrait comme reine. Et cela, dans un monde dominé par des souverains comme Ferdinand ou Charles Quint, était impardonnable. Car Jeanne, malgré tout, n'a jamais abdiqué. On lui a volé le sceptre, certes, mais pas la conscience d'elle-même. Et c'est cela, plus que tout, qui gêne les puissants. Qu'une femme refusant de se taire, même enfermée, continue d'exister et d'interroger les fondements d'un ordre injuste. L'histoire est rarement neutre. Elle est racontée par ceux qui détiennent le pouvoir, écrite par des mains tremblantes d'allégeance ou de peur, sculptée dans la pierre pour servir un ordre établi. Et dans le cas de Jeanne de Castille, l'histoire est devenue un miroir déformant, qui répète sans questionner le mot « folle » comme un refrain commode. Dès le début du XVIe siècle, les chroniqueurs de la cour, payés par Ferdinand d'Aragon ou plus tard par Charles Quint, ont tracé une silhouette de Jeanne troublée, incapable, instable. Ils racontent ses crises, ses larmes, ses nuits passées à prier un cadavre. Ils insistent sur les excès de son chagrin, mais taisent soigneusement les violences qu'elle a subies, les trahisons répétées, l'isolement politique imposé. Les documents officiels, eux aussi, véhiculent cette construction. Les cortes, les lettres royales, les décrets de régence la décrivent comme non apte à régner, sur la seule base de témoignages triés, de diagnostics douteux. Aucun examen médical sérieux n'a jamais été produit. Aucun médecin indépendant ne l'a observé librement. Et pourtant, ce verdict de folie a traversé les siècles comme une vérité absolue. Mais que reste-t-il si l'on gratte cette façade? Des lettres de religieuses qui évoquent une femme douce, lucide, pieuse. Des écrits oubliés où Jeanne parle de Dieu, de justice, du souvenir de sa mère Isabelle. Des témoignages tardifs où certains disent qu'elle savait très bien ce qui se passait, mais qu'elle avait compris qu'aucune vérité ne serait plus jamais entendue venant de sa bouche. Alors, elle s'est tue. Non par folie, par épuisement. Ce que l'on appelle sa folie peut être vu autrement. Une réponse au deuil, à la trahison, à la dépossession. Elle n'a pas hurlé sans raison. Elle a été arrachée à ses enfants, trahie par son père, humiliée par son mari, neutralisée par son fils. Son refus d'enterrer Philippe n'était peut-être pas une lubie délirante, mais une manière désespérée de s'accrocher à un amour devenu la dernière preuve qu'elle existait encore. Mais cela, l'histoire ne le dit pas. Parce que reconnaître cette douleur comme légitime, c'était reconnaître que le pouvoir avait mal agi, que les rois catholiques, que Charles Quint lui-même, avaient régné en supprimant une reine légitime. C'était fragiliser la légende d'une Espagne unifiée, stable, chrétienne. Il était plus facile de faire de Jeanne un cas clinique, un mythe noir à moitié vrai, à moitié monstrueux. Et les siècles ont suivi. Les manuels scolaires ont résumé sa vie en une ligne. Épouse de Philippe le Beau, mère de Charles Quint, atteinte de folie. Rien sur sa jeunesse brillante, rien sur ses combats intérieurs, rien sur les mécanismes d'annihilation auxquels elle a été soumise. Jusqu'à récemment, très peu d'historiens ont osé rouvrir son dossier. Trop sensible, trop trouble, trop féminin, car Jeanne dérange toujours. Elle oblige à regarder l'histoire non pas comme une suite de règnes glorieux, mais comme une série de silences forcés, de douleurs occultées, de voix de femmes brisées sous prétexte d'équilibre monarchique. Alors que reste-t-il de Jeanne aujourd'hui? Un nom, une tombe, une rumeur, et peut-être une vérité en suspens, qui attend encore qu'on la réhabilite, qu'on la raconte non pas comme une anomalie, mais comme une femme courageuse, faillible, sensible et profondément humaine. Dans la crypte de Grenade, à quelques mètres des tombeaux majestueux d'Isabelle la catholique et de Ferdinand d'Aragon, repose un couple dont le drame a traversé les siècles dans un murmure étrange. Philippe le Beau, et à côté de lui, Jeanne de Castille. Elle l'a aimé comme on aime au bord du gouffre, il l'a trahi comme on trahit une faiblesse. Ils sont réunis dans la pierre, mais rien ne dit qu'ils se soient jamais rencontrés dans l'âme. Ce tombeau est silencieux, comme le fut la vie de Jeanne. Un long tunnel d'ombre, de regards méfiants, de prières étouffées, de fenêtres closes sur un monde qui ne voulait plus d'elle. Pendant près d'un demi-siècle, elle a survécu, mais sans exister. Ni souveraine, ni veuve libre, ni mère véritable. Juste une femme tenue à distance du réel par ceux-là même qui l'appelaient fille
épouse, mère. Et pourtant, Jeanne n'a jamais renoncé. Elle a plié, mais n'a pas rompu. Elle a été humiliée, contredite, instrumentalisée, oubliée. Mais elle a tenu. Ces silences n'étaient pas ceux du néant. C'étaient les silences d'une femme qui sait que chaque mot sera retourné contre elle. Ces gestes lents, ces prières répétées, n'étaient pas des signes de délire, mais peut-être des rituels de résistance. Dans sa chambre étroite, entre crucifix et tapisserie fanée, elle a maintenu vivante une dignité que le monde voulait effacer. Et si c'était ça, sa victoire? Ne pas sombrer. Ne pas donner raison à ceux qui disaient qu'elle n'était plus qu'une coquille vide. Refuser de mourir intérieurement, même lorsqu'on lui a volé tous les rôles qu'on lui avait promis, celui de reine, d'épouse, de mère, de citoyenne. Refuser, même dans la douleur, de se réduire à un simple diagnostic. Aujourd'hui encore, l'histoire hésite. Certains continuent de la présenter comme une folle romantique, d'autres comme une marionnette tragique. Mais ceux qui s'attardent, ceux qui écoutent les silences entre les lignes, entendent autre chose. Une âme vivante, broyée par un siècle de fer, mais qui a su préserver un feu secret. Une femme dont le crime n'était pas la folie, mais le refus de disparaître docilement. Jeanne de Castille n'était pas une sainte, ni une héroïne de roman. Elle était humaine, trop humaine pour les palais de marbre, trop aimante pour une cour qui exigeait le calcul, trop entière pour un monde qui ne supporte pas les cœurs éclatés. C'est cela, peut-être, sa malédiction et sa grandeur. Car dans chaque époque, il y a des Jeannes, des femmes qui crient trop fort, qui aiment trop fort, qui pensent trop librement, et qui pour cela sont enfermées, parfois dans des murs, parfois dans des récits déformés. Et il nous appartient aujourd'hui de les entendre.